Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à l'assassinat du leader congolais Patrice Lumumba le 17 janvier 1961. Tout a commencé au Palais des Nations de Léopoldville au bord du fleuve Congo, le 30 juin 1960, jour de l'indépendance du Congo. C'est aussi le jour de la cérémonie de la transmission solennelle de la souveraineté. Cérémonie qui a été marquée par un discours de Patrice Lumumba à travers lequel il avait évoqué les affres du colonialisme, mais aussi les dangers d'une éventuelle administration néocoloniale. Tous les spécialistes du continent africain disent que Patrice Lumumba aurait signé son arrêt de mort le 30 juin 1960 à Léopoldville. Nous allons donc revenir sur les circonstances de cet assassinat et essayer de comprendre qui étaient les commanditaires de ce crime d'État. Pour revenir sur l'histoire de l'assassinat de Patrice Lumumba, j'ai le plaisir de recevoir au studio Tifliria FM Mzhora Lahiani et Samuel Akizimana. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Mzhora, bonjour. Bonjour. Samuel, bonjour. J'allais Bonjour. vous appeler Patrice. Hein. Oui. Vous aimez Lumumba. Lumumba, donc, quand on parle de l'assassinat, est-ce que, pour vous, Samuel, cette journée du 30 juin était déterminante pour l'avenir du Congo, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, hein? Oui, effectivement, parce que c'est pour ça on était en train de discuter avec Mzhora il n'y a pas longtemps, Oui. avant l'émission, où on a un peu regardé son discours, son fameux discours, Ah oui. qui était important. J'aimerais bien revenir sur certains de ces mots. Donc vous allez un peu m'excuser, je vais un peu lire ces Oui, discours. bien, non, il faut lire un extrait parce que Oui. on doit rappeler avant la lecture, hein, parce que avant lui, il y avait le président Kasavubu qui avait prononcé un discours, mais un discours jugé de très courtois vis-à-vis du roi Baudouin, qui était lui aussi, qui avait, il était le maître des cérémonies. C'était le roi qui avait prononcé le premier discours, faisant l'éloge du colonialisme, en évoquant les bienfaits de la colonisation au Congo. Et c'est pourquoi que Patrice Lumumba avait pris la parole. Il n'était pas programmé pour. Il s'y attendait pas. Ah oui, non, il n'était pas programmé officiellement pour prononcer un discours. Et son discours était poignant. Donc on va citer ces mots. Il a commencé, il avait dit « Nous avons connu le fer rouge des persécutions, infligé dans le fer blanc des cellules et des prisons, l'opprobre des expulsions, l'injustice des sanctions arbitraires, la honte des corvées imposées, les tortures libéralement distribuées au corps de nos compatriotes, la mort insidieusement servie. Nous avons connu toutes les formes subtiles et de l'humiliation et de l'oppression. Camarades combattants, c'est ça qui m'a un peu touché, camarades combattants, ce 30 juin 1960 est un jour illustre pour le Congo et pour l'Afrique. C'est un nouveau départ, une accession souveraine à la dignité internationale, mais aussi notre indépendance est fragile et menacée par des forces intérieures et extérieures hostiles. Nous devons prouver au monde, à l'Afrique, que lorsque le Congo a repris son destin en main, sa dignité et sa liberté, aucun sacrifice n'est trop grand pour que cette indépendance soit une réalité. Mzhora, donc un discours programme, parce que tout le programme justement qui sera tracé par le gouvernement Lumumba
est façonné par ce discours, parce qu'il a fait de la lutte anti-colonialiste, notamment contre le néocolonialisme, son fer de lance. Il a dit clairement, il a dit que en fait l'indépendance qui nous donne aujourd'hui, c'est que des négociations en fait, et ce n'est pas une indépendance réelle, et que le peuple doit se réveiller pour lutter pour avoir la vraie indépendance du pays, du Congo. Donc lui, il a lutté pour ça, et c'est là, comme vous avez dit, il a signé sa mort à cause de ce discours qu'il a prononcé le jour-là, qu'on a vu que c'était réellement une menace pour les colons. Les intérêts, oui, pour leurs intérêts. Si on regarde déjà à travers son discours où il dit directement « Notre indépendance est fragile et menacée par des forces intérieures et extérieures hostiles ». Et non seulement sur ça, c'est ça qui m'a frappé, on a dit avec mes oies, c'était un peu grave, parce que lorsqu'il dit « Nous devons prouver au monde, à l'Afrique, que lorsque le Congo a repris son destin en main, sa dignité et sa liberté, aucun sacrifice n'est trop grand pour que cette indépendance soit une réalité. Aucun sacrifice. Alors, Sartre, qui avait de l'admiration pour Patrice Lumumba, c'est vrai qu'il avait écrit sur les forces de Patrice Lumumba, mais il a évoqué les faiblesses. Parmi ces faiblesses, il n'avait pas mesuré la marge de manœuvre, justement, des Belges à l'époque, en acceptant des dirigeants au sein notamment de l'armée et de l'administration congolaise nouvellement mise en place. Oui, effectivement, parce que là on peut dire il n'avait pas aussi mesuré, parce que du fait que déjà il faut comprendre avec sa politique qui était très bien pour l'indépendance, vraiment l'indépendance réelle de la RDC, mais avoir dans ses rangs des Belges, etc., c'est qui fait que tu déranges et on va finir par t'éliminer coûte que coûte, parce comme on a remarqué à travers tous les indépendances et en regardant aussi à travers les échangements des personnalités en Afrique, on a remarqué que à chaque fois que les intérêts des colons étaient menacés, à chaque fois qu'ils étaient menacés, ils répliquaient gravement par la mort, etc. Alors, vers la fin du mois de novembre, il va y avoir donc l'émergence d'un conflit qui a été créé de toutes pièces, à savoir la sécession Mzora de cette région importante du Katanga, qui prélude à une ingérence étrangère dans ce grand pays africain. Oui, donc Moïse Tshombe, il a eu le Katanga à lui seul, et ça augmentait aussi. C'est là où le régime de Lumumba était affaibli en quelque sorte, parce que c'était aussi, ça menaçait son programme pour la population d'union nationale. Oui. Et ça aussi, c'était l'une des points qui ont fait que Lumumba a eu un peu des difficultés. Donc ça a commencé avec le Katanga, et puis la fin en décembre, c'était sous quand il y a eu le coup en décembre. Oui, alors, coup d'État. Avant le coup d'État, mais j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit moment sur la sécession, parce qu'on doit rappeler que Tshombe était l'homme des Belges, mais aussi il a été soutenu par les Occidentaux, la France en particulier. Samuel. Oui, il faut préciser, parce que je vais parler déjà en disant aux auditeurs, moi j'ai vécu au Katanga, donc je connais la région. Oui, la région. Oui, je connais la région du Katanga. Il faut d'abord que les gens puissent savoir que c'est une région riche, très très riche, en uranium et certains aussi matières premières. Donc c'est un endroit très très stratégique. Pour revenir à ça, c'est pour ça il faut comprendre l'intérêt, qu'ils soient des Français ou que ce soit des Belges, parce qu'il faut comprendre que c'est à l'époque où les Belges étaient vraiment forts à cette époque-là. Il y a cet intérêt sur cette région, du fait que on voit avec l'indépendance, avec les pensées de Patrice Lumumba, etc. Donc ils voulaient aussi avoir cette région à eux, où ils ont appuyé Tshombe pour qu'il y ait cette succession du Katanga, pour qu'il y ait la même mise sur ces ressources naturelles qui était important. Et en même temps créer un conflit, avec le gouvernement central. Oui, créer un conflit pour déstabiliser aussi le gouvernement dirigé à cette époque par Kasavubu et Patrice Lumumba, parce qu'ils voulaient mettre un peu ce désordre là, parce que tout revient sur leur plan qui est principal, déstabiliser le régime politique qui est mis en place et l'idéologie qui est mise en place par cette personne, et aussi pour discréditer, moi je pense qu'on va en revenir, c'était aussi pour discréditer
discréditer Lumumba à travers sa vision, parce que c'est à travers ça on va lui attribuer du fait que en disant ce sont ces choix politiques exactement qui a contribué à séculier cette sécession, ce qui va contribuer à son destitution, soi-disant. Alors, sa destitution, il y avait d'abord l'ingérence, parce que la rapidité avec laquelle l'ONU à l'époque avait mandaté donc une mission donc de casque bleu. D'ailleurs, il est question de casque bleu. Il a fait un discours sur cette ingérence inattendue, moins de 6 mois après l'indépendance. Justement, parce que la guerre, avec tout ce qu'il y a eu au Katanga, ça a favorisé aussi le retour des Belges. Voilà, des Belges et des Français à travers, donc, avec l'appui de l'ONU cette fois-ci, parce qu'ils viennent avec qui voulaient renverser en réalité le gouvernement de Lumumba. Donc c'était avec la sécession du Katanga qui a eu le retour des interventions étrangères pour la première fois après l'indépendance. C'est là où on va voir l'intervention de l'ONU qui va subvenir à travers 1963, où on va voir que finalement Tshombe va être renversé. Exactement. Voilà. Alors une intervention qui va jeter de l'huile sur le feu en fin de compte. C'était un échec total. Au lieu d'œuvrer pour l'instauration de la paix, l'intervention onusienne en 1960, à la fin de 1960 au Congo, avait exacerbé le conflit et les rapports entre les Congolais eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui, parce que là, on va voir que c'est là où on va voir qu'il y a même des trucs ethniques qui vont entrer dedans, même si on n'aime pas entrer dedans. Du fait que c'est pour revenir sur cette manipulation un peu mentale qui a été mise en place pour déjà qu'il y ait cette intervention, déstabilisation du régime politique. Moi, j'aimerais aussi dire sur une chose que j'ai lue, où on va voir que j'ai lu que Lumumba, lorsqu'il était confronté à l'opposition occidentale, il avait sollicité en vain aussi à l'aide des Nations Unies, se tournant ensuite à l'URSS en réalité pour venir en disant il avait essayé aussi de régler de sa propre manière, etc., s'est tourné chercher l'aide de l'ex-URSS. Où on a vu en tout cas que à travers ça, c'est ce que moi j'étais en train de dire à mes oreilles il n'y a pas longtemps, en disant on va se rendre compte que ça va devenir une guerre de puissance en réalité pour les ressources que dispose ce pays contre un jeune politicien avec une idéologie qui se bat pour la liberté, l'indépendance réelle de son pays, où on revient sur une chose aussi où il disait surtout que je vais revenir sur une des phrases importantes qui m'a un peu marqué parmi ces phrases clés, parce que moi j'aime toujours utiliser un peu des phrases pour revenir sur une des phrases où il avait annoncé, où il disait nous ne sommes pas anti-européens, nous ne sommes pas anti-blancs, nous sommes anti-exploitation, nous sommes anti-oppression. En fait, c'était cette volonté qu'il avait, avec cette passion, où il s'est battu en réalité pour l'indépendance et l'avancement de son pays. Alors, en décembre, son gouvernement chute, donc après l'intervention du président à l'époque Kasavubu, et notamment son bras armé Mobutu. Donc c'est lui qui va le déposer. Donc il sera donc déposé. Ensuite, il a été arrêté en décembre 1960. Oui, Lumumba, donc il a été arrêté en décembre 1960 après le coup d'État que donc Mobutu a pris le pouvoir, et c'est là où il l'a arrêté et il l'a exécuté en janvier 1961. Alors, est-ce qu'il a voilà, l'exécution maintenant, c'est tout le problème, c'est son exécution. Donc arrêté donc chez lui. Oui. Et puis il sera envoyé dans la région du Katanga. Oui. Voilà. C'est au Katanga qu'il sera assassiné le 17 janvier 1961. Oui, c'est là où on était en train de dire en disant sur son soi-disant arrestation et sur sa disons mort, ce qui s'est passé. Parce qu'on va voir en réalité que c'est un peu un sujet un peu controversé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais parmi les choses qui reviennent, on peut dire qu'on parle souvent sur que c'est les Belges en réalité. Alors, il y a deux thèses. Jusque-là, il y avait deux thèses. Il y a la première thèse, celle donc qui consistait à dire que Lumumba a été assassiné par les Congolais, c'est-à-dire les Katangais. La deuxième, celle qui a juste pour revenir
je pense que la première, c'est celle qui est même sortie dans le journal. Après, c'est celle qui est sortie en disant... Après, la deuxième thèse consistait à accuser les services secrets américains. Aujourd'hui, il y a une enquête, une excellente enquête du sociologue belge Ludo de Waet. Il a travaillé une enquête sérieuse. Il a travaillé sur les archives du ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, donc belge, et sur les archives de l'ONU. Pour lui, l'assassinat de Lumumba est l'œuvre des Belges. Je vais vous lire d'ailleurs un extrait de cette enquête. Je le cite, donc Ludo de Waet, voilà ce qu'il dit. En réalité, la CIA avait renoncé à son action contre Lumumba depuis le début de décembre 1960. Ce sont bien des conseils belges, des directives belges et finalement des mêmes Belges qui ont tué Lumumba le 17 janvier 1961. Les assassinats politiques ne sont pas uniquement le privilège des gouvernements nord-américains, français ou britanniques. Le gouvernement belge de Gaston Eskens est directement responsable de l'assassinat du premier ministre congolais. Fin de citation. Plus clair que ça, il n'y a pas par rapport. Voilà, il est clair. D'ailleurs, nous savons aujourd'hui, que le peloton d'exécution est formé de policiers et de militaires belges. Oui. Lumumba était accompagné, on doit le rappeler, par 2 militants très très proches de son mouvement, n'est-ce pas? Oui, il était accompagné avec 2 militants très proches de lui. Oui. Donc, et il était tué et exécuté le dernier, après les 2. Donc lui, il était en train de les regarder. C'était exprès pour qu'ils puissent voir ce qu'on peut faire pour eux. Et puis, c'était lui qui était assassiné en dernier. Et on l'a mis dans l'acide pour qu'on puisse plus retrouver son corps. Ce qui restait de lui, c'était juste ses dents. Ses dents, oui. Ce qui est déplorable, parce que cette histoire, on va voir déjà que on l'a exécuté en dernier parce qu'on voulait qu'il puisse voir les atrocités qu'il Il avait 34 ans. Hein. 34 ans, il était très jeune. Oui. Donc il voulait qu'il puisse voir l'atrocité qui va venir après lui, c'est qu'il va subir déjà. Et surtout, une des choses moi qui m'a marqué, c'est-à-dire que on a laissé ses dents. C'est-à-dire c'est comme un trophée pour montrer que la personne qui était en train de créer des problèmes à notre intérêt, finalement on a réussi à le renverser, finalement on a réussi à le tuer. Aussi, je peux dire c'est comme aussi une mise en garde contre les autres qui se dit panafricaniste, qui veut aller au-delà de ça en disant, vous avez vu ce qui s'est passé avec Patrice Lumumba, si vous continuez, vous aussi vous aurez la même chose. C'est une des choses, moi, qui m'a aussi beaucoup touché en disant, en regardant cette atrocité qui est là, pour jusqu'à aller à garder le dent d'une personne qu'on a fait dissoudre dans l'acide. C'était déplorable. Mais juste parce que il avait un programme et qui s'adressait à toute la population. Donc c'est normal. On voyait qu'il dérangeait leurs intérêts et surtout que ils avaient, que ce soit eux, que ce soit les Américains ou autres, et il n'y avait pas que les Belges qui avaient un intérêt au Congo. Donc c'est pour ça qu'on l'a éliminé. Malgré la brièveté de son engagement, c'est-à-dire il a commencé donc à lutter pour l'indépendance à partir de 1958, mais jusqu'à sa mort en janvier 61, c'est une période, son engagement a été marqué par cette volonté, mais une intense activité donc au service de son pays, parce que il avait connu déjà des prisons, il avait connu des procès du colonialisme. C'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, Lumumba. Non, c'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, parce c'est pour ça qu'on l'associe toujours à côté des Kwame Nkrumah et les autres, où non seulement il s'est battu pour l'indépendance du Congo, mais il avait aussi cette vision panafricaniste où il y a une des phrases aussi qui m'a marqué, où il avait dit « L'Afrique n'a pas de mystère pour moi. Rien dans ce monde n'est plus facile que de détruire l'Afrique. Il suffit d'exploiter la lâcheté héréditaire des gens, leur ignorance et leur peur. »
on voyait que, au-delà de tout ça, il voulait marquer la différence à travers les gens en disant, moi, je veux pas être aussi lâche que les autres. Moi, je veux mettre, parce que, en réalité, si on regardait l'indépendance, quand il a prononcé son fameux discours, il n'était pas aussi idiot que ça. Il savait qu'il a signé aussi son arrêt de mort. Il savait ce qui allait poursuivre. Mais c'est pour dire qu'il avait cet ardent désir de voir les choses changer, au détriment où il savait que si ma vie peut être mise en péril, mais qu'il y ait des changements autour de ça, il était prêt à y aller. C'était une personne qui avait cet ardent désir de voir les choses changer, ou parce que lui, à chaque fois, c'est pour ça on disait, parce qu'on a discuté avant avec Mezoura un peu sur ce sujet, on disait, il voulait montrer en disant, lui, il s'est battu pas contre la peau blanche ou c'est pas, non, il s'est battu contre un système qui était là, parce que lui, il voulait que ce système puisse être un système qui contribue au développement aussi de son pays, qui est le Congo, qui devait y avoir des partages. Il voulait l'indépendance totale. Il voulait l'indépendance réelle. Et puis c'est quelqu'un, connu pour ne pas avoir renoncé à aucun moment. C'est-à-dire, il avait maintenu son engagement, ses positions jusqu'au bout, jusqu'à ce 17 janvier 1961, le jour de son assassinat. Il n'a jamais renoncé, il n'a jamais essayé de négocier quoi que ce soit. D'accord. Exactement. On peut dire qu'il n'était pas un lâche en réalité, parce que il s'est battu sur ça. La plupart de ces phrases mythiques, si on cherche ces phrases mythiques, on va trouver toujours des phrases qui sont incroyables. Oui, par exemple, où il dit, nous sommes impatients de l'indépendance complète et entière de notre pays, car l'indépendance politique sans l'indépendance économique est une imposture. Où on voyait qu'il s'est battu à chaque fois en disant, nous voulons vraiment une réelle indépendance. Mais c'est ça qui revient. Il savait le poison qui va être suivi, qui va suivre à travers ses paroles, à travers son combat. Il savait réellement. C'est ça aussi qui montre son impact, parce qu'il savait que ce qui va suivre, on va finir par me tuer. Parce qu'à travers son impact, à travers sa vision. Donc pour le sociologue Ludo de White, pour qui Lumumba a été victime de l'impérialisme, soutient que l'assassinat de ce leader africain s'explique par son engagement contre le néocolonialisme. C'est-à-dire, pour revenir au point de départ de cette émission, on a commencé par ce fameux discours contre le néocolonialisme, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait vrai et je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que Lumumba, il renonçait à tout ce qui est colonialisme et néocolonialisme. Il était pas d'accord avec ça. Il voulait l'indépendance totale. Et voilà, il a signé son arrêt de mort même à cause de son discours qu'il a prononcé. Oui, parce que en regardant, en fait, c'est là où on peut dire c'est une époque où il y a eu des grands hommes qui s'est battu pour cet intérêt, parce que ils avaient vécu, ils avaient vu ce qui s'est passé, et c'était des gens qui se disaient, on veut plus avoir cette ingérence étrangère dans nos affaires, parce que eux, quand on regarde à travers toutes leurs phrases, etc., quand on parle de Kwame Nkrumah, quand on parle de Patrice Lumumba et les autres, on remarque une des choses, c'est-à-dire que eux, ils voulaient cette indépendance complète. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas de leur ingérence dans les affaires, parce qu'ils savaient qu'ils sont là pour leurs intérêts. Donc, faites en sorte que de nous donner la vraie indépendance. On ne veut pas de votre ingérence néocolonialiste dans nos histoires africaines. Donnez-nous notre indépendance, et à travers notre indépendance, maintenant, qu'il y ait cette pacte en disant nous devons collaborer en tant qu'être humain. Parlons d'humain, en disant nous devons collaborer, que ce soit sur le côté économique, que ce soit, donc nous voulons une indépendance totale. Ou par exemple, on voit que si on regarde déjà que à chaque fois il venait et tournait la situation contre la mentalité de la population, parce que si on remarque avec Patrice Lumumba, notamment avec ce qui s'est passé dans le Katanga, où ils vont faire en sorte qu'il y a sécession, soulèvement, etc., pour lui impliquer tout ça, comme on regarde, c'est-à-dire qu'on combattait cette idéologie de cette personne, on combattait l'idéologie qui est là, parce que l'idéologie qui était là, c'était une idéologie qui permettait à ce que le Congo soit libéré. Donc l'assassinat de Lumumba n'est pas simplement une liquidation d'un homme, d'un militant, etc., mais c'est tout un complot contre un pays, contre le Congo. Oui, c'est un complot. Ça s'inscrit dans le cadre global, celui d'un complot contre
une région, contre un pays, contre les indépendances en Afrique, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce que c'était pas seulement contre un homme, parce que cet homme-là, Oui. il voulait l'indépendance de son pays. Oui. Il voulait l'indépendance réelle et totale de son pays. Donc, c'était un complot, et c'est vraiment complexe, ça, ce qui est en rapport avec sa mort. Et c'est une affaire d'intérêt de Oui. plusieurs États étrangers. Donc, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur de rester sous contrôle, que le Congo reste sous leur contrôle pour exploiter les intérêts. Mais Lumumba, il voulait l'indépendance totale de son pays. Parce que c'est un homme libre. D'ailleurs, on dit que c'est un poète. Oui. On termine. Et puis c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui s'est imposé comme leader politique dès son jeune âge, Samuel. Oui, c'était un grand orateur, un grand visionnaire, parce que on disait, c'est une des choses, on disait, lorsqu'il prenait la parole, les gens étaient subjugués, ils étaient à l'écoute de cette personne. Quand il balançait, c'est un peu comme Franck Fanon, en fait. Quand il prenait la parole, les gens étaient obligés, c'est comme s'ils étaient influencé. C'était un bon orateur. C'était un très bon orateur, oui. surtout qui avait cette passion. Par exemple, moi, j'aimerais terminer avec cette phrase qui me tient à cœur, où il disait: nous devons cesser de penser que nos malheurs sont dus aux Blancs. Nous devons prendre en main notre destin. Où il avait cette envie, disons, nous devons prendre en main notre destin. Mobiliser sa nation, en fait. Sa nation, toute une nation. Alors, la semaine prochaine, on va poursuivre l'évocation de l'histoire du Congo à travers ce grand militant Patrice Lumumba. La semaine prochaine, nous aborderons plus précisément la pensée politique de Patrice Lumumba. D'ici là, je tiens à vous remercier d'avoir donc participé à cette émission. Zora Lahiani, Samuel Akizimana. Je tiens à remercier également tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes d'Ifriqiya FM. À très bientôt.